Bienvenue dans Ça fait débat spécial Journée internationale des droits des femmes. En 1975, Agnès Varda capturait à travers son objectif les visages déterminés des femmes qui marchaient dans les rues de Paris pour leurs droits. Près de 50 ans plus tard, Sonia Rolland nous emmène au cœur du Rwanda où une autre révolution silencieuse mais tout aussi puissante est en marche. Une révolution portée par des femmes qui, dans l'ombre, réinventent leur société. Quand on évoque le mot révolution, on imagine souvent des barricades, des cris, des bouleversements violents. Mais celle dont nous allons parler aujourd'hui est d'une autre nature. Elle est faite de gestes discrets, de résilience, de transformation profonde et redessine lentement, mais sûrement, le visage de nos sociétés. Pour explorer cette révolution, je reçois aujourd'hui Anouchka Soryamurthy, docteur en philosophie de la Sorbonne, qui, après 16 ans à Dubaï, fait dialoguer la pensée philosophique avec le monde de l'entreprise. Armand Despont également, réalisateur, producteur et directeur de Gaushan Pictures, dont le regard sur le cinéma s'est forgé entre le CNC et Studio Canal. Et nous retrouvons en duplex depuis La Réunion Edith Semani, qui après une carrière dans la communication à Paris, a créé un festival du film au féminin qui observe et promeut les voix des femmes à travers le cinéma. Chers invités, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale Ça fait débat, Journée internationale des droits des femmes. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Méline. Merci pour l'invitation. Nous avons également Edith Semani. Bonjour Edith. Bonjour à vous tous. Vous allez bien? Un plaisir. Très bien, merci. Quel temps fait-il à La Réunion, Edith? Eh bien, du soleil. Voilà, ça fait du bien. Toujours le soleil, ça fait du bien. Idem ici, c'est vraiment la chaleur qui prime à l'île Maurice. Je suis sûre que mes invités ne diront pas le contraire. Mais tout d'abord, chers téléspectateurs, commençons par regarder ensemble les premières images de ce film. Retour sur le plateau avec mes invités du jour, Anouchka Soryamurthy, Armand Despont et Edith Semani. Après cet extrait qui nous dit « Je suis partie enfant d'un pays brisé, je retrouve un pays qui se réinvente », c'est ce que nous dit Sonia Rolland dans cet extrait particulier. Alors cette phrase doit résonner différemment pour chacun d'entre vous. Armand, qu'est-ce que cette phrase vous évoque ? Cette phrase me fait penser à ma mère qui a quitté l'Iran quand elle avait 18 ans pour venir en France. Et qui ensuite, quand elle m'a m'a remmené en Iran. Je suis allé une dizaine de fois avec elle. Et à chaque fois que j'y allais pour découvrir le pays, pour rencontrer ma famille aussi, je voyais ma mère en fait avoir une interaction vraiment différente avec un pays qu'elle reconnaissait plus en fait et qu'elle devait redécouvrir par le prisme des gens qui étaient restés sur place au sein de ma famille. Que ça m'a évoqué ça. Une vision qui était en constante évolution. Qu'elle a suivi depuis l'étranger en fait pendant des décennies. Ouais. Et qu'elle a redécouvert ensuite sur place avec sa nouvelle famille. Et vous, Anouchka, qu'est-ce que cette phrase vous évoque ? Je crois que cette phrase, elle est à chaque fois extrêmement spécifique et complètement universelle. Je pense que chacun peut s'y identifier. Et à Maurice, très probablement aussi à des Mauriciens. Mais cette phrase me fait aussi penser à une réflexion en lien forcément à l'imagination et au fantasme. Et moi qui fus une grande lectrice des penseurs du continent africain, des Antilles, ça me fait forcément penser au cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, tout ce que ça veut dire en fait ce retour au pays et ce que disait aussi Armand entre un souvenir, une réalité et tout ce que les imaginaires apportent aussi forcément. Les frontières entre le réel et l'imaginaire deviennent peu à peu invisibles. Et vous, Edith, qu'est-ce qu'elle vous évoque cette phrase ? Écoutez, je pense que je rejoins un peu vos deux invités. C'est à la fois une partie un peu personnelle et puis en même temps, j'y vois toute la force des femmes, toute cette résilience qu'elles peuvent avoir depuis la nuit des temps. Je pense que c'est très inspirant, mais c'est un zoom sur un pays qui a été effectivement dans le chaos. Mais c'est vrai pour tellement de milliers, des milliers d'années, enfin des milliers, j'exagère là, mais des centaines et des centaines d'années, où toutes ces femmes qui se sont battues, qui ont toujours été dans la résilience. Voilà, pour moi, c'est les femmes. Voilà, ça m'inspire ce combat des femmes qui est là depuis très très longtemps. C'est exactement. Qui ont souvent été invisibilisées d'ailleurs. Et ce film, donne un coup de projecteur à un pays et à ces femmes-là.
C'est exactement cela, c'est un symbole de transformation. Anouchka, une enfant qui fuit le génocide, un génocide de 1994, Sonia Rolland, qui revient finalement filmer la première femme vétérinaire du pays. Je pense que ça, c'est une scène assez forte, ce film, auprès des gorilles. Alors, quel symbole plus puissant de la renaissance d'une nation? Alors oui, à la fois c'est un symbole, mais il y a quelque chose peut-être qui m'attriste un peu, que je déplore, c'est qu'on ait encore besoin de ces symboles et de les mettre autant en avant. Une femme vétérinaire, j'ai envie de dire quoi de plus banal? Ouais. Et le fait qu'on doit encore s'y accrocher, le mettre en avant, montre bien qu'il y a un cheminement extrêmement long et probablement sinueux qui est encore là. Donc les gorilles, malgré tout, les trésors, il faut changer les mentalités. Petit à petit, est-ce que ça change? Bah, je crois que si on est là, en tout cas, je ne sais pas si ça change, mais on fait du moins le pari que c'est le cas où quelque chose est amorcé de façon extrêmement positive. Ouais. Mais les symboles, en effet, ont une raison d'être et peut-être même ont un pouvoir. Et de brandir ces symboles, de les partager, de les vulgariser, il y a peut-être là presque une mission pédagogique et c'est probablement aussi le sens du documentaire de Sonia Rolland. Ce n'est pas juste une femme qui occupe un poste, c'est toute une nation qui repense sa relation au pouvoir, à la protection, à l'avenir. C'est très important. Edith, vous qui programmez des films sur les femmes du monde entier, que raconte cette ouverture de l'évolution du regard documentaire? En tout cas, le film de Sonia, c'est un deuxième volet parce qu'avant il y avait eu le chaos du Rwanda, donc il montre le pendant et celui-ci montre le après, la reconstruction. Et je pense que le format du documentaire reste un outil extrêmement pédagogique qui peut vraiment participer à l'éveil et le réveil des consciences. C'est un film qui a été projeté donc aussi donc à l'île Maurice durant le festival auprès de lycéens et ça a vraiment eu un impact. Donc c'est pour moi ce sont ce que je peux appeler des films à impact. Et c'est capital aujourd'hui de pouvoir se reposer, en tout cas oui, enfin, se reposer sur ce genre d'outils, puisque du coup, ça devient pour moi un outil voilà, un outil, oui, ce que je disais, voilà, un outil pédagogique pour les jeunes, pour les moins jeunes, parce que voilà, on est dans un monde d'images aujourd'hui et ça reste vraiment, je pense, quelque chose de capital dans l'éveil et l'évolution des mentalités quand elles sont un peu, voilà, un peu à- submergées d'images parfois qui sont fausses. Ça permet ce genre de films, enfin les documentaires permettent de remettre les choses un peu à leur place et puis d'interpeller l'esprit collectif. Et là, nous avons vu des femmes qui transforment leur société de l'intérieur. Ce n'est pas anodin. Et puis, ce que j'ai trouvé remarquable, moi, chers invités, c'est l'absence totale de misérabilisme. Donc, les femmes ne sont pas en position de victime. Armand, une réaction? C'est vrai qu'il y a un enthousiasme dans le documentaire qui se dégage de la plupart des intervenantes. Il y a cette envie d'agir, cette fierté aussi d'être en avance, à l'avant-garde, on va dire, d'un mouvement qui se met en place dans le pays. Et c'est quelque chose qui est assez réjouissant à voir et qui inspire. Je pense qu'on parlait de la notion des pionnières et des premières, Exactement. etc. Et en parlant de pionnières, depuis Alice Guy, première réalisatrice de l'histoire du cinéma, jusqu'à Jane Campion, seconde femme à recevoir, on va dire, la Palme d'Or. Quel regard, en fait, que raconte finalement ce regard de Sonia Rolland sur le Rwanda de l'évolution du cinéma au féminin? Ce qui est en fait assez surprenant, c'est que de prime abord, on pourrait voir ce documentaire-là où le cinéma, la direction récente que prend le cinéma avec la place qui est de plus en plus accordée aux femmes dans les sphères de création et de réflexion autour des films. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier, parce qu'elles ont été invisibilisées et effacées de l'histoire, qu'en fait, à la racine même de l'industrie, les femmes ont façonné et ont d'une certaine manière créé en fait l'industrie. Et Alice Guy était la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, mais elle était française également. Française, qui a ensuite émigré aux États-Unis. Et elle était chef de file en fait d'une communauté en fait de femmes qui étaient metteuses en scène en fait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout la seule. Et ces femmes-là ont créé le Hollywood et le cinéma moderne. Et par la suite été effacées en fait par les hommes pendant la moitié du XXe siècle. Mais les femmes sont vraiment mises en avant uniquement depuis ces 25 dernières années. C'est ça, il y a un peu comme un retour. Si on regarde l'histoire du cinéma... En fait, si on regarde sur le temps long, c'est finalement comme un retour aux sources. C'est vrai.
C'est-à-dire qu'à la racine même, elles étaient là, elles étaient présentes, elles ont structuré, elles ont inventé des outils. Par exemple, le micro-perche que vous avez sans doute dans vos studios, c'est une femme réalisatrice Pas qui a dans ce inventé. studio-là, dans un autre Pas dans studio, celui-là, mais on mais- l'a. Et le micro-perche, c'est une femme qui a inventé cet outil-là et c'est un outil qui continuera d'être utilisé et qui est utilisé depuis 100 ans. Euh, Un outil intemporel vivent les femmes. Et quand on sait qu'aujourd'hui encore seulement 24% des films européens sont réalisés par des femmes, je trouve que cette ouverture sur le Rwanda, chers téléspectateurs, prend une dimension particulière. Anouchka de Simone de Beauvoir écrivant « On n'est pas femme, on le devient », au Rwanda qui compte 64% de femmes au Parlement aujourd'hui, 63,75% pour être exact. Alors, cette phrase résonne-t-elle différemment aujourd'hui pour vous? En tout cas, je crois à l'impératif de continuer à la lire, à la dire, à l'entendre et à la discuter, cette phrase, parce que il me semble que les stéréotypes, le poids des clichés et des carcans sont quand même extrêmement forts encore aujourd'hui. Et c'est quelque part un peu malheureux que de devoir répéter tout cela aujourd'hui, mais quand on ouvre un peu les yeux sur la société en général, les discours politiques, les propos tenus par la jeune génération, il y a des études assez intéressantes qui montrent par exemple qu'en France, la jeune génération aujourd'hui est probablement plus misogyne que celle d'avant. Donc on voit bien que on peut à la fois, j'ai l'impression moi-même d'ailleurs d'osciller entre parfois des moments d'optimisme en me disant que il y a un vrai cheminement qui est là, on arrive peut-être même au bout d'un combat, et en réalité assez vite on peut basculer dans l'autre avis en se disant en réalité la route est longue. Beaucoup de sociologues analysent ce qu'ils appellent le backlash, en bon français, le retour de bâton du mouvement MeToo, comme si le fait d'avoir parlé, trop dit, était quelque chose de négatif. Il est toujours pour les femmes, beaucoup moins pour les hommes, bien évidemment. Donc il me semble que cette phrase, elle est peut-être un outil, j'ai envie de dire un pied de biche pour essayer d'entrer par effraction dans des zones qui sont encore malheureusement extrêmement fermées aujourd'hui, et surtout ce travail de déconstruction des préjugés qui m'est cher parce que je crois que c'est toute l'histoire et l'objectif même de la philosophie. Il se repose là-dessus. C'est une belle révolution, une évolution également remarquable quand on pense maintenant qu'en France, il a fallu attendre 1944 pour le droit de vote aux femmes et que le Rwanda va plus loin en inscrivant dans sa constitution un minimum de 30% de femmes au poste clé. Edith, Gisèle Halimi disait « Ne vous résignez jamais ». Alors, dans cette séquence où ces Rwandaises dirigent leur coopérative, que retrouve-t-on de cet esprit de résistance? Ce film, en fait, tous les passages ont une place tellement importante, et ce sont des messages tellement forts, toutes ces femmes sont tellement inspirantes. Moi, je l'ai vu de nombreuses fois, ce documentaire, puisque, comme je vous le dis, je l'ai souvent projeté. Je me suis pris d'affection, de beaucoup de tendresse et d'admiration avec toutes ces femmes combattantes qui sont là debout à vouloir reconstruire leur pays. C'est juste admirable, et en même temps, j'ai envie de rejoindre aussi ce que disait Anouchka, c'est qu'il y a rien de gagné. Il y a rien de gagné. Je la rejoins en disant qu'on voit quand même qu'il y a des mouvements en parallèle qui sont en train de se remobiliser, le masculinisme qui est en train de revenir en puissance. Et comme elle le soulignait, avec la jeune génération, c'est ça qui est d'autant plus effrayant, c'est que c'est pas forcément des personnes de ma génération, mais plutôt des jeunes qui sont vraiment en train de prendre le contre-pied de tout ça. Et voilà, ça fait peur. Donc oui, ces femmes dans le documentaire sont inspirantes. J'espère qu'elles sont inspirantes pour la génération qui arrive aussi dans ce pays, parce qu'effectivement, sur un plan plus, j'ai envie de dire international, il y a des mouvements qui sont en train effectivement de se mobiliser. Et c'est un peu même effrayant, j'ai envie de vous dire. Voilà, moi, ça me fait un peu peur. Je suis un peu partagée, un peu comme Anouchka, en me disant j'ai beaucoup d'espoir avec la jeune génération. Quand on fait des projections sur ce documentaire, ça donne beaucoup d'espoir. On voit à quel point ils sont bouleversés, inspirés. Et en même temps, on voit des choses aussi sur les réseaux. On voit des choses qui font peur, quoi. Qui font peur parce qu'on a l'impression effectivement d'être rétrogradé ou reparti dans les années 50, quoi. Il y a aussi ces mouvements-là, et c'est des mouvements avec des filles aussi, avec des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont complètement dans cet esprit de retour en arrière, femme à la maison.
Donc voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très paradoxal qui est en train de se passer. Et voilà, moi personnellement, ça me fait très peur. Et je sais pas. Donc j'espère que ce Vous film que avez vous un allez... avis mitigé. Et vous, Armand, quel est votre regard d'homme sur cette situation, ce constat? Je partage vraiment le constat d'Edith et d'Anouchka, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme de clivage un peu dans la société, comme s'il y avait une dichotomie qui se mettait en place, qui est sûrement renforcée peut-être par la misère sociale aussi, l'isolation du digital, mine de rien, parce que le digital, c'est vrai que nous connecte, mais nous atomise un petit peu. Et peut-être qu'effectivement, des jeunes hommes un peu isolés, avec des problèmes peut-être économiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien, peuvent être amenés à se perdre, à errer sur des plateformes et à être sensibilisés à certains types de contenus. Effectivement, c'est un vrai problème, surtout avec le Covid, je pense, qui a amplifié, je pense, le phénomène. Qui était déjà bien présent. Mais je pense qu'à l'origine, il y a vraiment cette notion de misère sociale. Je pense que ça vient d'une forme d'isolation. Je pense pas qu'on naisse misogyne ou raciste. Je crois que c'est Obama qui disait ça. On n'est pas raciste. Je pense que c'est la même chose pour la misogynie. C'est des formes de boucs émissaires qu'on choisit par le biais. Il y a des biais cognitifs aussi qui rentrent en jeu. Mais effectivement. Et de par notre éducation, l'éducation que l'on reçoit aussi. Et tout à fait, l'éducation, et ce que parlait aussi Anouchka dans une conférence à l'IFM d'imaginaire collectif aussi, les œuvres auxquelles on a accès, que ce soit par le biais de la littérature, la musique, le cinéma, les séries, c'est aussi des socles de signes et de signifiants qui viennent conditionner un regard sur la jante féminine ou sur notre propre comportement d'homme aussi, sur les attentes que nous-mêmes on se fixe. Parce qu'il y a un poids évidemment pour les femmes, mais il y a aussi le poids que peut-être nous-mêmes on se met sur le rôle qu'on serait censé jouer dans le couple, dans la famille, dans la cour de récré. La pression sociale. La pression sociale. Contribue à cela. Ouais. Donc c'est vrai que la notion d'imaginaire, d'où l'importance de renouveler les artistes et de permettre l'émergence de nouvelles voix, c'est d'aller venir un peu chambouler ces imaginaires-là. Et Huiling, si je peux me permettre, sur votre question de cette représentation des femmes, notamment la scène de l'entreprise de café, moi, ce que je retiens de ce documentaire, c'est que ces femmes qui font résistance, j'ai l'impression qu'elles font résistance avec évidence. C'est-à-dire qu'elles sont là où elles doivent être et elles font ce qu'elles ont à faire. Et je dis ça parce que j'ai l'impression que face à des caricatures, c'est difficile de ne pas répondre par des caricatures. C'est-à-dire qu'on enferme les femmes dans une image caricaturale et on attend à ce qu'elles répondent de façon caricaturale, des harpies, des hystériques, etc. Et je trouve que dans ce documentaire, justement, on sort complètement de ce risque, de cet enfermement et de ce figement. Il y a, me semble-t-il, des femmes qui font vraiment résistance, mais avec sérénité, en étant là où elles doivent être, loin des caricatures. Avec une certaine légitimité aussi. Complètement. Et c'est ce que je retiens beaucoup de ces femmes. Et justement, Anouchka, comme vous nous avez parlé de cette séquence, Christine Kondo, dirigeante d'une coopérative de café. Christine dirige d'ailleurs cette coopérative qui emploie presque à 100% de femmes. Elle nous explique pourquoi c'était si important de lancer cette entreprise. Regardez. Évoque cette scène, c'est vrai Anouchka vient de nous parler de cette résilience, la reconstruction qui passe par l'autonomie économique. Et vous alors, qu'est-ce qu'elle vous a évoqué cette séquence? C'est vrai que vous avez parlé du Parlement et de la place des femmes dans le Parlement. Il y a le pouvoir politique qui est important, mais il y a l'autonomie financière aussi qui est vitale en fait. Si on parle de révolution et d'indépendance, en fait, ça ne peut pas se faire si on contrôle pas soi-même les moyens de production. Et c'est ce que montre cette coopérative, je pense, c'est des femmes qui sont en contrôle des outils jusqu'à la caisse. Et ça, c'est quelque chose qui est vital, je pense, pour une vraie indépendance et une vraie autonomie. C'est vrai qu'on l'a vu dans cette séquence, Armand, on en parlait juste avant, ces femmes ne demandent plus la permission. Anouchka, elles prennent des initiatives et ça change tout. La coopérative n'est pas qu'une entreprise, c'est un modèle de société où les femmes sont passées de bénéficiaires à décideuses. Elles créent leur propre définition du succès économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce passage, Edith ? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et puis, je pense que c'est la clé aussi. C'est la clé pour l'émancipation, l'autonomisation des femmes. Ça passe avant tout par cette liberté économique, cette indépendance économique. On voit alors sur un autre sujet, quand il y a des problèmes de violence dans le couple, un des vecteurs qui fait qu'une femme va pas pouvoir partir et tout, c'est sur l'aspect économique.
Donc cet aspect-là est primordial pour pouvoir prendre sa place en tant que femme dans la société. Et s'affirmer pleinement. Anouchka Simone Veil affrontait une assemblée d'hommes en 1974, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, le Rwanda promet justement ce qu'on appelle la masculinité positive. Alors, qu'est-ce que ce changement nous dit sur l'évolution des mentalités? On parle carrément de masculinité positive. En fait, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure cette histoire rwandaise peut devenir peut-être un modèle ou une inspiration. Parce que dans le cas du Rwanda, cette émancipation des femmes, elle est arrivée après les génocides. Et on peut faire un parallèle, même si chaque histoire est un peu différente, avec la place qu'ont pris les femmes en Europe après les 2 guerres mondiales. Et pour des raisons extrêmement factuelles, à savoir que les hommes étaient plus absents, parce que beaucoup sont morts à la guerre. Il y a eu plus d'hommes morts pendant le génocide que de femmes, même si un génocide, par définition, vise à décimer tout le monde. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut des bouleversements de ce type? Est-ce qu'il faut vraiment la tragédie pour qu'enfin on donne la place aux femmes, parce qu'il n'y a plus d'autre choix que de donner la place aux femmes. Ouais. Donc j'ai envie de dire que non, heureusement que non, il ne faut pas attendre ce type de tragédie, tout à fait. Mais force est de constater qu'il faut parfois quelque chose de l'ordre d'une tragédie, ou dans l'exemple que vous citiez de Simone Veil, d'un bouleversement qui vient comment, pourquoi, est-ce le courage d'un individu à un moment donné, est-ce les attentes peut-être d'une société qui converge et qui trouve l'incarnation dans un individu. Et c'est là où il y a une grosse remise en question. On n'a pas le choix, on est confronté à des problématiques. Il faut trouver tout simplement des solutions maintenant. C'est maintenant ou jamais. Des solutions, et puis, pardon, désolée, je voulais juste revenir sur un mot, Méline, en introduction, vous employez le mot de discrétion, en disant que il ne s'agit pas de révolution armée, mais de discrétion. Alors, je ne suis pas en désaccord avec ce terme, mais je crois que on a trop souvent accolé ce terme de discrétion aux femmes, et qui était aussi peut-être une injonction à rester à leur place, en l'occurrence une place qui a été définie par les autres. Donc moi, je crois que c'est très bien que les femmes ne soient pas forcément discrètes. Mais ça change en 2025, on a d'autres points de vue. Ce film est sorti en 2018, si je ne me trompe pas. Et juste avant, Sonia Rolland avait fait un autre documentaire axé sur le Rwanda, mais elle n'avait pas mis en avant la place des femmes et les femmes tout court. Là, elle a voulu changer les choses. Et là, voilà, on va parler de cinéma cette fois-ci, le regard du cinéma au féminin. Armand Catherine Bigelow reste l'une des rares femmes oscarisées, surtout Oscar de la meilleure réalisation. Ça, c'était en 2010 pour le film Des mineurs. Puis il y a eu Chloé Zhao pour Nomadland en 2021 et Jane Campion qui répétera ce même exploit. Ça, c'était en 2022 pour The Power of the Dog, qui est d'ailleurs un super film. Et cette année, Coralie Farja, j'ai vu ça ce matin, juste dans la voiture avant de venir faire cette émission, qui a été nommée, devenant ainsi la 9e femme à être nommée dans cette catégorie. Alors ce film, quel est le rapport? Comment en fait voyez-vous l'évolution du cinéma? Sonia Rolland qui met en avant ici des portraits de femmes, des portraits de femmes par une femme. Qu'apporte-t-il de différent ce film? Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution du cinéma tout court, outre le fait que ça soit le genre documentaire qui était mis en avant? Non, moi, pour revenir sur ce qu'on disait précédemment sur le pilier politique, le pilier économique et l'importance de l'un et de l'autre, il faut bien s'imaginer, on parle d'Alice Guy parce qu'il y a le festival du film au féminin, mais c'est vrai que à l'époque d'Alice Guy et de toutes les femmes réalisatrices de la période en fait avant Première Guerre mondiale, les femmes n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de porter un pantalon, elles n'ont pas le droit de divorcer, elles n'ont pas de compte en banque, mais elles peuvent faire des films. Et ce qu'il faut se dire, c'est que donc à l'époque, il y avait, c'est d'ailleurs le seul moment dans l'histoire du cinéma mondial qu'il y avait autant de femmes, il y avait plus de femmes que d'hommes réalisateurs, et une femme gagnait mieux qu'un homme en étant réalisatrice. C'est à peu près $5 000 de l'époque par semaine, ça fait $90 000 actuels, ça fait 4 millions de roupies par semaine. Donc des femmes réalisatrices millionnaires, dans les années 10, il y en avait pléthore, il y en avait beaucoup. Et c'est des femmes qui utilisaient ce pouvoir-là pour raconter des films sur l'avortement, la nécessité, la misère de la prostitution, le contrôle des naissances. Il y avait des films comme ça qui sortaient dans les années 15, dans les années 16, etc. Donc il y avait une redéfinition des imaginaires. Donc quand elles n'avaient pas le pouvoir politique, elles avaient trouvé une industrie dans laquelle elles pouvaient avoir un pouvoir économique qui leur permettait de faire évoluer les imaginaires et les paradigmes. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête parce que c'est un contexte. C'est difficile aujourd'hui de s'imaginer qu'il y avait plus de femmes que d'hommes et que ces femmes-là étaient millionnaires en fait.
et qu'elles ont tout perdu à cause de phénomènes Une macroéconomiques. réalité tout autre que celle à laquelle on a droit en 2025. Ouais, tout à fait, tout à fait. Comment ça a changé cependant, 9 femmes nommées dans cette catégorie? Anouchka, ça vous fait quoi? Catégorie meilleure réalisation. À la fois, encore une fois, je suis peut-être dans une sorte de moment d'hésitation. À la fois, je m'en réjouis et j'aimerais bien me dire que je n'ai pas à m'en réjouir parce qu'il n'y a rien de plus normal. Une réalité frappante, en 95 ans d'Oscar, seules 8 femmes ont été nommées pour la meilleure réalisation et sur les 100 plus grands succès de 2023, seulement 14% étaient réalisés par des femmes. Quel est votre point de vue sur ce constat, Edith Semani? Eh bien, je me dis juste qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors oui, effectivement, les femmes sont un peu plus visibles, mais alors j'ai pas forcément les chiffres, mais elles ont toujours beaucoup moins de moyens et de budget pour faire les leurs. Les blockbusters, elles sont carrément effacées de ce genre de budget. Donc oui, c'est bien, on reconnaît leur talent parce qu'il y a eu des palmes d'or avec Justine Triet, avec Jane Campion, avec d'autres, avec l'autre française, Julia Ducournau. Par avant, mais effectivement, il y a encore à faire. Elles ont beaucoup moins de moyens, et c'est pas forcément évident quand elles arrivent avec des scénarios un petit peu avec des sujets, peut-être qui leur sont propres. Pour monter des films, c'est très long. Je fais référence notamment avec une réalisatrice avec qui j'avais échangé, un film elle s'appelle Mounia Medour, un film qui s'appelle Papicha, qui a été récompensé également il y a quelques années, et elle a pris 10 ans pour monter son film. Et je rencontre énormément de réalisatrices qui pour monter un film, prennent énormément d'années, un peu plus que des hommes. C'est déjà une industrie qui est compliquée, mais pour elles, c'est particulièrement un chemin extrêmement difficile et compliqué et complexe pour monter des films en tant que femme, encore aujourd'hui, malgré tout. Et puis nous avons des exceptions, Armand, Greta Gerwig, Lady Bird, Barbie, etc. Barbie, un blockbuster qui se retrouve nommé aux Oscars, c'est quand même incroyable. Ouais. Une femme. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis elle est vraiment passée du cinéma indépendant à une production à plusieurs millions de dollars. Donc, Et aussi, elle a fait un film sur Barbie, elle a déconstruit l'image de Barbie. Barbie, on la retrouve en tant que féministe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce film, vous, Anouchka Soria-Morti? Oui, je l'ai vu et je crois que ce qui est intéressant et même important, c'est qu'à la fois les histoires, elles sont au cinéma, en littérature, on pourrait se dire ce sont toutes les mêmes histoires, elles sont banales et elles sont même universelles. Ce qui est différent, c'est pas tellement l'histoire qui est racontée, une histoire d'amour ou que sais-je, pour prendre la thématique peut-être la plus récurrente, c'est évidemment la perception. C'est le point de vue, c'est la subjectivité. Et le risque, c'est qu'on soit enfermé dans une subjectivité, une façon de voir le monde qui ne serait que masculine, européenne, occidentale, et ce n'est absolument pas contre cette perception-là, mais d'autres perceptions, d'autres subjectivités ont évidemment le droit d'exister, et surtout ça nous apporte une diversité, une richesse du monde, quoi. Enfin, ça ne nous apporte pas la richesse, pardon, ça exprime une richesse qui est là et qui est trop souvent tue ou ignorée. Mais au moins cette richesse, elle est là, et à nous de choisir le bon point de vue, la bonne idéologie. D'embrasser le maximum de points de vue possibles. Il y a peut-être une idée comme ça un peu étonnante qu'un point de vue viendrait cannibaliser l'autre. Ben non, en fait, ils s'enrichissent tous mutuellement. Armand et Edith Cresson, première ministre française, chers téléspectateurs, assez rwandaise au pouvoir. Finalement, le film montre-t-il une nouvelle façon d'exercer le leadership, exercice du pouvoir? Oui, je pense que effectivement, le pouvoir a souvent été un périmètre réservé aux hommes, du moins dans l'histoire de l'humanité. On pense à Machiavel, le prince, tout un tas de guides d'exercice du pouvoir. Donc c'est effectivement assez rafraîchissant de voir comment est-ce que il peut être appliqué et utilisé par des personnalités autres. Tout à fait. Et Anouchka, ces jeunes rwandaises à la tête de start-up tech, on a parlé de Silicon Valley au Rwanda. Quelle révolution incarne-t-elle finalement? Est-ce qu'on peut parler ici d'une révolution par rapport à l'image traditionnelle de l'Afrique? Parce que là, l'exemple vient de l'Afrique. Oui, tout à fait. Mais beaucoup de sociétés en Afrique sont quand même très matriarcales ou l'ont été. Et il me semble qu'un premier lieu extrêmement intéressant d'analyse
et d'analyse aussi du pouvoir, quelque part, c'est la famille. Et quand on sait que les finances ont été souvent gérées par la mère, que le rôle de l'éducation aussi, ce sont quand même de véritables pouvoirs. Donc quelque part, je me dis, aujourd'hui, on a relégué cette image matriarcale à quelque chose d'un petit peu traditionnel, avec des connotations un peu vieillottes et obsolètes. Mais moi, je trouve finalement une sorte de continuité assez logique de déploiement de ce pouvoir féminin dans d'autres sphères et la sphère économique aussi. Pour moi, oui, il y a une révolution, mais sans qu'il y ait de rupture véritable en réalité avec une histoire qui était déjà là. Et peut-être faire la différence entre le pouvoir et la puissance. Je crois que les hommes comme les femmes ont toujours eu du pouvoir et les femmes en ont eu. On est peut-être différents dans notre histoire et peut-être contre notre gré dans la démonstration et l'expression de la puissance. C'est peut-être ça la différence. Et c'est vrai que là, l'exemple vient de l'Afrique. Est-ce que la société ou les sociétés occidentales devraient prendre exemple sur l'Afrique? Je crois qu'il y a je ne crois pas qu'il y ait un exemple nulle part qui serait une sorte de modèle de perfection, mais ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, je crois, c'est de sortir des figements, des carcans, et d'aller chercher partout, de façon parfois presque anecdotique ou accidentelle, aller chercher tout ce qui peut composer une vision du monde la plus intéressante possible. En tout cas, Anouchka, au Rwanda, 42% des entreprises sont dirigées par des femmes, contre une moyenne mondiale de 23%, un leadership qui transforme visiblement toute la société, on peut le dire comme ça. On a parlé juste avant, chers téléspectateurs, de ces jeunes Rwandaises à la tête des startups tech. Quelle révolution est-ce qu'elles incarnent? Et puis, ce n'est pas un hasard si le Rwanda aujourd'hui est classé 7e mondial pour l'égalité hommes-femmes par le Forum économique mondial, devant la France, uniquement 15e, et les États-Unis 27e. Donc, pas mal de questions, de recherches, de réflexions. Armand, de Agnès Varda, par exemple, on parle d'un regard féminin au cinéma. Que nous dit cette façon dont Sonia Rolland filme peut-être la transmission entre générations? Anouchka a commencé à parler de cela, cette transmission dans un premier temps, mais là, on parle de transmission intergénérationnelle, pourquoi pas? Ça m'a fait penser pas mal à cette notion qu'on a dans la théorie du cinéma, qui est celle du male gaze, qui a été théorisée dans les années 70 par une critique de cinéma qui s'appelle Laura Mulvey, et effectivement ça refait écho encore une fois à cette idée d'imaginaire collectif écrit principalement. On dit souvent l'histoire est écrite par les vainqueurs, et en l'occurrence c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, les hommes ont beaucoup écrit l'histoire, et c'est vrai qu'il y a ce besoin aujourd'hui de scénariser différemment, donc de permettre l'émergence. À titre d'exemple, ici à Maurice, on a l'association Porteurs d'Images qui organise une résidence. Je pense que David Constantin était venu en parler avec vous. Exactement, à la radio. Une résidence en fait qui invite les jeunes femmes de 18 à 25 ans, a priori pas du tout issues des milieux culturels ou artistiques, à s'essayer au style documentaire et à s'essayer à l'écriture documentaire pendant 6 jours. D'ailleurs, les candidatures sont encore ouvertes, donc si des jeunes filles nous regardent et nous écoutent... Voilà, c'est lancé, l'invitation est lancée en direct sur notre chaîne, la MBC, également sur les réseaux sociaux. Comment fait-on si on a envie de s'inscrire? Eh bien, c'est très simple, on peut directement aller sur le site de Porteurs d'Images ou l'Instagram de Porteurs d'Images et envoyer un mail avec sa lettre de motivation directement à l'adresse de contact. Voilà, tout est dit, le cinéma comme élément déclencheur, comme accélérateur de changement. Tout à fait. C'est ça. Et Anouchka, peut-être le mot de la fin, un dernier mot sans doute pour ce 8 mars 2025. Peut-être que le mot de la fin, c'est ce qu'on avait dit déjà au début. À savoir que je ne veux peut-être pas inventer quelque chose de vraiment nouveau, mais je suis toujours à chaque fois malheureusement sidérée par la force des préjugés, des stéréotypes, et je comprends pourquoi les gens s'y accrochent. Ça rassure, ça enferme les individus dans une définition que l'on pense maîtriser, mais quand on a peut-être le courage ou la chance, ou qu'on est aidé dans ce cheminement de combat contre les stéréotypes et les préjugés, je crois qu'il y a une liberté assez belle, de la surprise aussi qui peuvent surgir de tout ça. On le voit dans l'expression artistique, le cinéma dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, dans d'autres sphères artistiques, et je crois qu'on le voit au quotidien. Vous parliez du monde de l'entreprise. Il y a un figement dans le monde de l'entreprise qui porte préjudice, et ce figement, une des façons peut-être de le contrer, c'est de laisser libre cours à de l'innovation, à de la liberté, et ça ne peut se faire que par ce travail constant de destruction des préjugés et des stéréotypes.
tout simplement. Et puis ce film nous rappelle que croire et oser ne sont que des mots. Ces femmes rwandaises l'ont fait, pourquoi pas nous? Elles nous montrent que le changement est totalement possible quand on passe de la parole aux actes. Edith, le mot de la fin pour clore cet entretien? Bien, j'ai envie de dire à toutes les femmes qu'il faut prendre sa place. Effectivement, il faut la prendre, il faut pas attendre, il faut aller la prendre, il faut oser, effectivement, comme dans ce documentaire. J'espère que ce documentaire va être une source d'inspiration pour beaucoup d'entre elles. Et puis, voilà, parce que ce syndrome de l'imposteur est souvent aussi, on va dire, habité dans l'esprit féminin, dans l'inconscient. Donc voilà, prendre sa place, oser la prendre. Prendre sa place, oser tout simplement, oser rêver et croyez en vous. Armand, le mot de la fin. Peut-être une invitation aux spectatrices et aux spectateurs d'un petit test qu'ils peuvent réaliser chez eux dès qu'ils consomment une œuvre audiovisuelle ou un contenu créatif, que ce soit sur Netflix, au cinéma ou quoi. C'est le test Bechdel-Wallace, Oui. qui en fait, c'est un outil d'analyse des films ou des œuvres audiovisuelles qui repose sur 3 critères. Le film doit contenir au moins 2 personnages féminins D'accord. nommés. Ouais. Le deuxième critère, c'est qu'elles doivent se parler entre elles. Et le dernier critère, d'un sujet qui n'est pas un homme. Ah ben, comme Donc c'est quoi, assez des contraintes simple. efficaces. Ouais. Donc c'est un test que vous pouvez réaliser à la maison en regardant un film. Si le film passe ou non, le test Bechdel-Wallace. Voilà. Merci en tout cas pour ce partage. Merci à vous 3 d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Le Forum économique mondial estime qu'il faudra encore 131 ans pour atteindre la parité mondiale. Mais aujourd'hui, le Rwanda nous montre peut-être un autre chemin possible, un chemin fait de résilience, de transmission et de cette révolution silencieuse qui, lentement mais sûrement, change le monde. Merci à vous 3 et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.